Merci d'avoir ouvert avec énergie cette dernière plénière. Trop cool. Effectivement, c'est notre dernière plénière. Bon, on a changé de la citation usuelle, on a choisi un dessin. On le trouvait poétique, celui-là. Qu'est-ce qui est le plus important entre le voyage et la destination? La compagnie. Et ça me fait penser à Thomas Hurier qui le disait en disant « Je le fais parce que le chemin est enthousiasmant et qu'en plus, je le fais en bonne compagnie ». Et nous, on trouve que vraiment la compagnie a été excellente avec vous ces 10 derniers mois. Donc, merci à vous toutes et toutes d'avoir embarqué dans cette aventure qui, pour nous, est avant tout une aventure humaine. On a parlé beaucoup de vos modèles d'entreprise et d'économie, mais derrière, c'est vous tous qui faites bouger ces entreprises. Donc, merci à vous. Alors, l'histoire, elle s'écrit depuis un certain temps. Hein, on vous en avez parlé pas mal. Donc, 2022, c'est d'abord le premier parcours national. Et il y a 25 entreprises du territoire rhône-alpin qui ont fait partie de ce parcours et qui ont dit non, il faut absolument maintenant qu'on essaime sur le territoire. Donc, c'est comme ça qu'est née la vague de l'année dernière. Il y a d'abord eu 135 entreprises qui les ont rejoints. Et puis, ils vous ont vous-même embarqué et ça y est, le tableau est complet. Ouais, vous pouvez vous applaudir. Hein. Donc, vous êtes 132 entreprises, ça fait un total de 292 entreprises du bassin rhône-alpin. Et on vous rappelle que derrière chaque logo, ça n'est pas seulement 2 personnes, un DG PC qui est nommé, puisque vous avez envoyé aussi beaucoup de monde en embarquement. Donc c'est une vraie force là, collective qui s'est écrite, que vous allez pouvoir continuer à écrire avec l'embarquement bien sûr des 3 et 4 juin. Et on vous remercie pour ça et on a vraiment envie, comme on l'a dit, de maintenant y aller à fond, tous ensemble, avec ce collectif que vous voyez ici. Et au-delà des logos, nous, on vous voit aussi comme les murmurations, les nuits des tourneaux. Chacun avec sa singularité, chacun avec sa voix à porter. Et vous vous souvenez, Olivier Hamon, il dit que les nuées des tourneaux, elles bougent grâce à ce qui se passe aux marges. Et vous avez osé vous soumettre aux fluctuations, à voir les perturbations qui arrivent en face. Donc soyez les marges qui vont faire bouger ce cœur de système. Donc c'est comme ça qu'on pense que la bascule adviendra, nous on y croit fort. Et pour illustrer quelques-unes de ces voix des tourneaux, on en a quelques-uns dans la salle qui ont accepté de venir partager leur pitch et démarrer le mouvement ensemble. Donc, on va vous passer le micro et on va les appeler sur scène en les encourageant très fort. Là, on pourrait imaginer le rythme cardiaque. Alors, vous êtes habitués à des cadres de coopération. Moi, je vous propose qu'on en pose un parce que là, ils sont bien stressés tous ensemble. Est-ce que vous êtes OK pour que nous ayons un cadre de coopération de bienveillance, de non-jugement, de confidentialité? Mais non, c'est aujourd'hui que vont se donner à jour à voir les feuilles de route, donc plus de confidentialité, justement. Il faut écouter ce qu'on dit. Alors, je vais vous raconter une petite histoire à travers ces 6 pitchs. C'est l'histoire de la petite Céucine. Céucine, là, à l'heure où je parle, est en fait imaginée dans la tête de ses parents. Et ses parents, comme Céucine va arriver, ont besoin de se loger. Je vous laisse avec Sébastien de Use. On l'encourage bien fort. Alors là, les amis, au moment de commencer, je vais vous dire pas mal de choses. Ça va être plus court que le pitch, hein, mais je suis quand même obligé de vous les dire. 1, le pitch, il n'était pas écrit ce matin. 2, j'ai jamais pitché. 3, je me suis jamais servi d'un prompteur. Et 4, il faut faire tout ça maintenant devant vous tous. Voilà. Donc, on attaque comme ça.
tolérance, indulgence, oh là là, et un gros câlin à la fin, s'il vous plaît. Voilà, chacun votre tour par contre. Hein. Bon, donc bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Sébastien. Je suis le cofondateur avec mon DG CEC Alain d'une société qui s'appelle Use. Et je suis né et j'ai grandi dans un environnement qui est plutôt rural. Voilà, proche de la nature, assez sauvage. La nature, hein, pas moi. Et après, j'ai construit ma vie d'adulte en ville et j'ai vraiment découvert l'urbain vers mes 19 ans. Moi, j'aimerais être heureux dans les deux univers, j'y parviens. Mais aujourd'hui, dans chacun d'entre eux, trop de choses me manquent encore. J'ai tellement bien pris mes cours de rattrapage d'urbain que je suis quand même passé de maraudeur de pommes à la campagne, de pommes, pardon, pas de paumes, à promoteur immobilier en ville. Donc vous voyez l'écart type entre les deux univers. Quand j'explique mon métier, en fonction du public, ça peut entraîner quelquefois des réactions qui peuvent être assez gênantes. Déjà, il faut savoir qu'il y a quand même moins de 10% des gens qui font la différence entre un promoteur immobilier et un agent immobilier. Donc, dans le 3/4 des cas, quand je dis ce que je fais, les gens me répondent « Et tu n'aurais pas un appart pas cher pour moi ?» Voilà. Bon, donc là, vous voyez qu'on ne progresse pas très très vite encore hein, dans mon pitch. Hein, je vous rassure, je ne suis pas encore au sursaut là. Hein. On est d'accord, j'y viens, je progresse. Pour mémoire, le but de mon pitch, hein, c'est un peu comme le vôtre, c'est d'embarquer mes parties prenantes vers le régénératif. Donc, c'est promis, on y va. Là, j'attaque. Il me reste à peu près 1 minute pour transformer donc une entreprise de promotion immobilière en société régénérative. Sursaut, vite. Donc, je commence et j'essaye de simplifier à fond pour être sûr que vous allez bien comprendre tout ça en 1 minute 30. Si on aborde mon métier sous l'angle le plus réducteur possible, à savoir comme souvent sous l'angle strictement financier, hein, ce qu'il y a de plus réducteur possible, ça pourrait constituer à acheter un terrain, y construire un immeuble le moins cher possible, enfin il faut qu'il me revienne le moins cher possible, en vue de vous le revendre le plus cher possible. Ça, c'est à peu près ce que j'ai à faire. Après un CEC Effect, le grand regen leader que je suis devenu va essayer maintenant de faire vite pour dire comment ça devient régénératif. La finalité d'un immeuble, c'est d'abriter les activités humaines. Donc ça, depuis le néolithique, c'est à peu près pareil. Les hommes ont construit des habitations pour se protéger de leur environnement et des animaux. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, enfin, le problème des animaux, on l'a réglé. Hein. On a tous fait le parcours CEC, on a compris que les animaux, donc on n'a plus trop besoin de s'en protéger. Mais moi, je vais vous répondre, on a tous fait le parcours CEC, et donc la dimension climatique du problème, on est loin de l'avoir réglée, elle va plutôt être croissante. Donc je vous propose, si vous voulez bien, de continuer à vous abriter de temps en temps ailleurs que dans des grottes. Donc, comme nous, on veut devenir régénératif, comme vous tous, on va tout simplement arrêter de construire des immeubles au meilleur coût possible pour vous les vendre le plus cher possible. Maintenant, nous allons plutôt procéder de la façon suivante. On va réunir autour de nous des architectes et des bureaux d'études, des entreprises engagées, comme nous, comme vous l'êtes, peut-être parce qu'ils sont venus ici se sensibiliser dans ce parcours. Dans 100% des cas, on va réutiliser des sites qui sont déjà artificialisés ou bâtis. On va chercher à réutiliser un maximum du bâti existant sur ces sites plutôt que de les démolir. Et on va essayer de libérer un maximum de l'emprise artificialisée pour recréer de la pleine terre, du sol naturel qu'on va essayer de revégétaliser intensément sur ces emprises libérées. Sur ces sols naturels, on espère vous apporter de la fraîcheur, une meilleure qualité d'air et un meilleur confort et une meilleure santé pour vous. On va investir le plus possible dès le début, dans la phase de conception, pour que nos projets réussissent à réduire au maximum leur empreinte carbone. Et on va investir le plus possible dans des dispositifs qui vont nous permettre de produire plus d'énergie que ce que nos bâtiments en consomment et retraiter plus d'eau potable que ce qu'ils consomment. Là, on commence à avancer tranquillement vers le chemin du régénératif qu'on aimerait atteindre. Mais en fait, c'est juste la première étape de la transformation parce qu'on est à la CEC quand même. Et donc, on va quand même essayer de briser les chaînes du productivisme dans lesquelles on est enfermé. On va aller plus loin. On va tout simplement changer de métier, mais tout en faisant exactement le même. Puisqu'en fait, notre métier, c'est bien abriter les activités humaines. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis le néolithique, sinon il va y avoir plus de soleil et peut-être plus d'eau dont il va falloir se protéger. Donc, on va arrêter notre métier de promoteur pure player. On ne va plus chercher à vous vendre nos bâtiments, mais on va essayer maintenant d'investir nous-mêmes dedans avec des partenaires financiers sur le long terme. C'est ça qu'on souhaite faire.
On va leur proposer non plus d'investir dans des bâtiments, mais dans des lieux de vie. Et pour comme la finalité de notre métier, c'est de vous apporter de la sécurité, du confort et du bien vivre dans nos bâtiments, afin d'en être certain, on va rester à vos côtés et veiller à ce que tout l'engagement qu'on a mis, nos partenaires, concepteurs, réalisateurs et nous, à faire ces lieux de vie, eh bien, ça se retrouve bien au quotidien dans votre usage. Et pour ça, on va encore élargir nos partenariats avec des parties prenantes, moins financières cette fois, plutôt vers des profils qui viendront nous aider à animer ce futur souhaitable, des partenaires co-exploitants qui auront les mêmes objectifs que nous. Avec ces partenaires-là, on va créer des structures variées. Parfois, elles seront privées, à but lucratif. Parfois, elles seront d'intérêt général, à but donc non lucratif. Et ainsi, plutôt que se donner l'objectif de construire trop vite 10 bâtiments neufs par an pour vous les revendre trop cher, on va se donner l'objectif et le temps de permettre à quelques milliers d'usagers de mieux habiter, de mieux travailler dans des places accueillantes, de venir se cultiver, se divertir, de faire du sport, de prendre soin de ça dans ces lieux régénérants dans lesquels nous resterons impliqués durablement de la conception à l'exploitation. Merci, bravo Sébastien, bravo. Il a ouvert le bal, il a donné le ton. Il a ouvert le bal, il a donné le ton, et le temps de son pitch, Céocine, est passé de l'idée au ventre. Nous avons donc un futur foyer avec Céocine dans le ventre, et il en faut des industries pour se nourrir, se soigner, accéder à l'eau potable, le tout si possible propre. Pour cela, Desica est là avec Fanny. Comme hier, je suis extrêmement impressionnée. Mais comme je me suis engagée devant vous hier sous forme de poésie à oser, eh ben, je vais tenter d'oser devant vous. Chez Desica, nous fabriquons des machines pour déshumidifier l'air dans l'industrie. Et depuis des années, nous nous efforçons de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, en passant par la conception, la production, la mise en service chez les clients et la maintenance des machines. En tant qu'industrie, forcément, notre impact est très important puisque nous utilisons des minéraux, nous utilisons aussi de l'énergie, à la fois pour fabriquer, mais aussi pour utiliser nos machines. Donc nous sommes les vilains pollueurs. Mais chez Desica, nous avons quand même une force, quelque chose d'important, c'est notre statut. Nous sommes une SCOP. Qu'est-ce que c'est ? Une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Ça veut dire qu'elle appartient à ses salariés. Ils détiennent leur outil de travail. Donc ils peuvent prendre des décisions, ils sont impliqués, et ils ont une forte liberté pour expérimenter. Mais face aux enjeux, nous avions vraiment le sentiment qu'il y avait urgence d'agir. Et comment agir quand on a une industrie extractive et énergivore ? Nous avions cette intention forte de bifurcation, mais nous ne savions pas vraiment comment nous y prendre. Et là, la CEC est venue sur notre chemin. Au bon moment, au moment où nous avions l'enthousiasme et l'énergie pour être embarqués. La CEC, ça a été d'abord de se rendre compte que Desica avait une utilité au monde, une réelle utilité. Grâce à nos machines, les humains ont accès à une alimentation saine, à des médicaments, à de l'énergie et à de l'eau potable. Et réaliser ça, ça nous a fait du bien. Ensuite, nous avons réalisé qu'être une SCOP était aussi un formidable outil de transformation pour commencer la bifurcation. Mais malgré ça, après une analyse de cycle de vie et un bilan carbone, nous avons pris conscience que 98% de notre impact était lié à l'utilisation de nos machines chez les clients, donc à la consommation énergétique. En gros, pour avoir moins d'impact, il fallait vendre moins de machines et inciter nos clients à moins les utiliser. Le saut était vertigineux.
Et ça remettait quelque part en question notre modèle économique. Donc nous avons d'abord commencé par un acte fort qui était de renoncer. Renoncer puisque pour avoir de l'impact, il fallait produire moins. Donc nous avons pris l'engagement de limiter notre fabrication et notre vente à 300 machines par an, qui correspond grosso modo à ce que nous allons vendre en 2025. Et en parallèle de ça, pour accéder au changement et bifurquer, nous avons 3 ambitions pour être régénératifs. Le premier, c'est de devenir une entreprise qui fait de l'économie de la fonctionnalité, donc vendre de l'usage plutôt que du matériel neuf, et ainsi allonger la durée de vie de nos machines. Le deuxième axe fort, c'était de devenir centre de formation et de conseil. Car grâce à l'économie de la fonctionnalité, nous allons pouvoir récupérer un maximum de données pour devenir vraiment des experts de l'air sec et accompagner ainsi nos clients à moins utiliser nos machines et à les faire durer le plus longtemps possible. Quelque part, à les encourager à produire le juste besoin en air sec. Et la dernière action importante que nous voulons mettre en œuvre, c'est de se dire, aujourd'hui, nous partageons nos richesses avec les salariés, ce qui est déjà un bon pas sur le partage des richesses, mais quelque part, nous voulions aller plus loin et partager les richesses avec le vivant, que nous impactons directement. Et pour ça, nous avons choisi de mettre en place un fonds de dotation en utilisant une partie importante de nos richesses créées pour accompagner des projets de régénération du vivant sur nos territoires. Et pour cela, nous souhaitons embarquer nos collaborateurs, nos clients et notre écosystème territorial grâce à notre forte culture de la coopération. Et c'est ainsi que nous aurons un impact important pour régénérer le vivant et gagner individuellement en pouvoir d'agir. On a un rôle à jouer. On est en mouvement et on ne va pas s'arrêter là. Merci à vous. Bravo Fanny, immense bravo. Devinez quoi? En l'espace de 5 minutes, Cécine est née. Olé! Première question. Comment je vais prendre soin de mon bébé? Et pour cela, Colline et Laurane de La Rosée sont là. Bonjour à tous. C'est là qu'on se dit pourquoi on a accepté. Mais bon, on va y aller. Alors, c'est au comptoir de la pharmacie que tout a commencé. Mon associé et moi sommes toutes les deux pharmaciennes. Et il y a 10 ans, on se rendait compte qu'on était de plus en plus nombreux à regarder en fait, les produits qu'on utilisait et à se questionner sur ce qu'on se mettait sur la peau. Il manquait une offre plus simple, plus vraie, plus respectueuse de la peau et de la planète. Alors, il y a 10 ans, nous avons créé La Rosée, l'essentiel de la table à langer et de la salle de bain, avec des soins naturels, efficaces et éco-conçus. Depuis nos débuts, La Rosée s'engage pour limiter son impact. On a d'ailleurs, pour vous citer un exemple, enlevé depuis le début nos packagings secondaires et je vais vous raconter l'anecdote parce qu'en fait, on a changé notre regard sans même le savoir. On se questionnait avec Mao, donc mon associé, on était dans une pharmacie et on a fermé les yeux devant les linéaires comme ça et quand on les a réouverts, notre œil s'est arrêté sur tous les packs, donc tous les produits sans packaging, donc sans boîte. Et on s'est dit, c'est vrai en fait, à quoi ils servent? Parce que finalement, les produits sont plus beaux, donnent plus envie, et en fait, on sait ce qu'on achète. Et c'est comme ça qu'on a enlevé toutes nos boîtes depuis le début. Mais c'est pas la seule chose, c'est on a fait, depuis le début, quand je vous dis qu'on s'engage, on s'engage vraiment, mais je vais vous citer un ou deux autres exemples pour que vous compreniez bien l'avant et puis l'après. Par exemple, quand on a lancé Mon Petit La Rosée, donc notre gamme bébé, on n'a pas voulu lancer des lingettes alors que c'était vraiment en plein boom et que c'était très lucratif. Et on s'est dit, non, impossible, c'est pas dans nos valeurs. On a aussi laissé nos innovations libres de droit, comme par exemple pour notre best-seller, notre déodorant. Voilà comment on présentait La Rosée avant d'être ici.
Et un constat s'impose maintenant. Réduire ne suffit plus. Donc nos actions ne sont pas à la hauteur de l'urgence. Dans quelques années, comment sera notre salle de bain quand finalement on ne pourra plus supporter le superflu? Voilà toutes les questions qu'on s'est posées. Arthur Keller nous a secoués, Jean-Pierre Gou nous a éclairés, les Kogi nous ont inspirés et François Sarano nous a bouleversés. La lettre au futur a vraiment été déterminante. Comment écrire un « maintenant que je sais » à nos enfants sans qu'il ne soit suivi d'un vrai plan d'action? Nous avons compris toute la dimension de notre devoir en tant qu'entreprise, toute la responsabilité en tant qu'humain et la nécessité de changer notre regard et d'asseoir notre réussite sur autre chose qu'un chiffre d'affaires. Nous prenons le chemin du vivant et donc celui de nos enfants. Nous avons compris que le changement devait être collectif et nous souhaitons transmettre, influencer, crier au monde chacun de nos changements, chaque nouveau partenariat qui répare, chaque nouveau lien tissé, chaque détail compte et plus que jamais, maintenant, nous souhaitons compter ce qui compte vraiment. Nous ne voulons plus être seulement une entreprise contributive, nous voulons passer à l'étape ultime de devenir une entreprise à visée régénérative. La rosée est une force en marche. Bien que nous ayons une gamme courte, 42 produits seulement contre des centaines pour nos concurrents, nous allons renoncer à certaines références, soit parce qu'elles ne sont pas essentielles, soit parce que leur impact environnemental est trop élevé. Un premier exemple concret, notre huile solaire SPF 30, vendue à 100 000 unités par an. Nous avons décidé d'arrêter de la produire parce que son impact environnemental est trop élevé. Elle disparaîtra de notre gamme à la fin de l'année. Notre feuille de route annoncera d'autres décisions concrètes, comme par exemple 100% de notre gamme sera rechargeable, consignable ou solide en 2035. Un tiers de nos produits intégreront des ingrédients upcyclés ou régénératifs en 2026 et 50% d'entre eux en 2030. Le mot d'ordre en 2025 chez La Rosée, c'est embarquer. Embarquer tout notre écosystème parce que le défi est immense. D'abord, cela passe par nos collaborateurs. Leur optimisme nous fait déplacer des montagnes. 100% d'entre eux auront été reformés ou formés aux enjeux de la durabilité d'ici l'an prochain. Nous avons commencé à initier nos pharmaciens pour les rendre acteurs de la transition écologique et emmener ensemble nos clients communs vers des modes de consommation plus responsables. Nous allons embarquer nos façonniers vers des matières premières et des techniques agricoles régénératrices. Nous multiplierons les partenariats pour régénérer nos territoires. Nous allons documenter nos actions, partager nos apprentissages et créer un guide pour aider d'autres entreprises à embrasser la régénération et à réinventer leur modèle. Alors oui, mesdames et messieurs, nous allons montrer qu'un cosmétique à visée régénérative peut être non seulement possible, mais désirable et incontournable. Donc vous l'avez compris, nous sommes indécourageables et déterminés. Bravo à toutes les deux, notre petite Cécine grandit. Et je pense qu'on peut aller faire un petit tour au King Jouet du monde du futur avec Coralie. Donc moi, c'est Coralie. Je suis la 6e génération d'une entreprise familiale, King Jouet. Et aujourd'hui, chez King Jouet, notre mission, c'est d'accompagner les parents et faire rêver les enfants. Et quoi de plus valorisant que d'accompagner l'épanouissement des enfants et de partager, de participer à ces moments de plaisir en famille. Mais en réalisant cette mission, on détruit la planète. Aujourd'hui, 2/3 des jouets sont importés de Chine. Ils sont faits de plastique, souvent avec de l'électronique. Et si à ça, on ajoute cette logique de volumique, si on ajoute cette concurrence acharnée dans la distribution, on explique 80% de notre impact carbone. Nos magasins proposent un large choix de produits,
mais ils sont entourés de béton et de voitures. Le modèle d'aujourd'hui n'a pas d'avenir. Il court à sa perte. Mais s'il n'a pas d'avenir, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de sens ? Nous sommes convaincus que notre mission est la bonne. Nous voulons continuer de faire rêver les enfants, mais nous voulons aussi préserver les générations futures. Alors, au fil de l'eau de ce parcours de la CEC, nous avons décidé de réinventer notre modèle et de faire du jouet l'allié de la planète et de ses habitants. Nous voulons changer les règles du jeu. Alors jouons. Imaginons ce monde du futur. Laissons derrière nous ce monde d'avant. En 2035, on aura inversé les ratios. La majorité des jouets viendront d'Europe ou de France. Nos clients participeront aussi à ce nouveau modèle et ils privilégieront l'usage du jouet plutôt que sa propriété. Ça passera par exemple par de la location pour les jouets de plein air, par de l'abonnement pour les jouets d'éveil pour les plus jeunes. Mais cette bascule, nous ne la réaliserons pas seuls. C'est l'ensemble de la filière, de nos partenaires, de nos fournisseurs que nous allons embarquer avec nous pour construire cette nouvelle offre qui se voudra durable et respectueuse de l'environnement. Nos magasins, qui seront transformés en refuges de la nature. Nos bâtiments, nos parkings seront des abris pour la faune et la flore. Les jouets qui y seront présentés seront des leviers de transmission de ces nouvelles valeurs, de respect de la planète. Et nos clients, parents comme enfants, auront réinventé avec nous une nouvelle façon de jouer, de partager et d'apprendre ce qui est important. En 2035, nos équipes seront formées pour porter ces nouvelles missions vers nos clients et leur permettre de comprendre et prendre en compte les enjeux de notre planète. Ils partageront la fierté de contribuer à un monde meilleur au sein d'une entreprise familiale, engagée et inspirante. Alors, je terminerai en vous disant que vous pouvez compter sur nous pour s'assurer que les enfants puissent continuer de rêver. Merci. Et oui, on compte sur toi, Coralie et Pascal, on compte sur toi. Cécile commence à bien grandir. Où est-ce qu'on va pouvoir l'emmener en vacances dans ce nouveau monde ? Et si on allait faire un tour du côté d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, avec Noémie ? Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'un simple caillou peut mettre en péril toute une économie de la région ? C'est pourtant ce qui s'est passé le 1er février dernier, lorsqu'un éboulement a coupé la route d'accès vers toutes les plus grandes stations de ski de Tarentaise. Vous imaginez ? Les touristes bloqués sur l'autoroute, les skis sur le toit, les chaussures aux pieds, et les enfants à l'arrière qui vous disent « Maman, quand est-ce qu'on arrive ?» Il est intéressant de voir comme cet aléa a menacé si facilement cette économie touristique. Cela montre à quel point notre système est vulnérable. Nous élaborons des modèles touristiques qui tirent profit de ces atouts naturels. Neige, lacs, forêts, biodiversité. Nous partons du principe que ces éléments font partie du décor, que rien ne nous empêche de les exploiter, qu'ils sont au service presque fait exprès pour nos activités touristiques. Et cela a porté ses fruits, puisque chaque année, nous sommes fiers d'annoncer nos belles performances. On se réjouit d'une fréquentation de visiteurs qui augmente,
et des retombées économiques qui vont avec. On est fiers de lister les provenances exotiques de nos clientèles, signe que notre destination est attractive depuis l'autre bout de la planète. On se félicite de nouveaux hôtels qui se construisent et enrichissent l'offre d'hébergement pour nos touristes, signe d'une économie pleine de vitalité. Alors, ce n'est pas un petit éboulement qui va nous faire peur. D'ailleurs, tout est revenu à la normale en un rien de temps. Pas de quoi en faire une histoire. Tout va bien, n'est-ce pas? Mais si demain, c'était toute la montagne qui s'effondrait? Si demain, c'était toute la route qui s'écroulait? Combien de temps l'économie des stations tiendrait-elle d'après vous? Combien de temps avant la fermeture des premiers hôtels? La fermeture des premiers domaines? L'asphyxie financière? Combien de temps de survie leur donnez-vous? Aujourd'hui, je vous parle des stations de montagne, mais demain, tout le monde aura son caillou dans la chaussure. Même nous. Pour être honnête, ces questions, je ne me les posais pas avant la CEC. Ou alors, je me les serais posées trop tard. Pourtant, je sentais bien qu'il y avait un truc, que les premiers signes étaient là. Quand un soir, ma fille m'a demandé « Mais maman, est-ce que j'aurais le droit de vivre ma vie comme toi ?» J'ai pris conscience que la réponse était non. Et qu'avant même de se demander si elle aurait le droit de vivre sa vie comme moi, la question était de savoir si elle pourra la vivre tout court. J'entendais parler de ces nouvelles formes de société, basées sur l'entraide, plus équitable, plus juste, en harmonie avec la nature. Mais tout cela me semblait tellement idéaliste, voire utopiste. Mais ça, c'était avant la CEC, qui m'a redonné le courage, l'espoir et l'envie d'y croire. Alors aujourd'hui, il est temps. Il est temps de renoncer à cette course effrénée vers l'attractivité. Il est crucial de considérer l'impact de ce tourisme sur les populations locales. Il est urgent d'aller au-delà du tourisme durable et de changer de paradigme. Il est même de notre responsabilité d'ouvrir la voie en tant que territoire. Alors posons-nous ensemble la question. Et si le tourisme dépassait la finalité purement économique pour devenir un moyen de prendre soin de son territoire avec et pour le vivant? Nous croyons aujourd'hui que cette autre voie est celle du tourisme régénératif. Un tourisme qui change son modèle pour répondre d'abord aux besoins sociaux et environnementaux de son territoire. Un tourisme qui transforme les comportements de ses visiteurs pendant ses vacances et même après. Un tourisme à impact positif, où l'erreur serait de considérer qu'il faut tout arrêter, alors qu'il faut au contraire construire cela avec les acteurs du territoire. Vous pensez peut-être que nous sommes inconscientes, que c'est du délire. Nous croyons au contraire que c'est de continuer comme ça qui est inconscient. Alors oui, le projet est ambitieux. Oui, le chemin sera semé d'embûches et de peurs. Mais nous sommes convaincus qu'il faut y aller quand même et qu'il faut y aller ensemble. Et quand on voit le succès de la conférence d'Arthur Keller que nous avons organisée en novembre dernier, qui a rassemblé près de 1300 personnes, alors on se dit qu'on a raison d'y croire. Le chantier est immense et on va devoir avancer dans le brouillard. Je vous préviens tout de suite. Et c'est pour cela justement que nous avons besoin de toutes les énergies, que tout le monde prenne sa part. Alors, et vous? Est-ce que vous voulez aussi devenir des pionniers de ce tourisme régénératif? Merci.
C'est pas fini. Parce que c'est bien joli, mais on l'a compris. Céucine ne va pas avoir la même vie que nous. Céucine va avoir une vie pleine d'aventures, mais aussi de risques qui vont lui tomber dessus. Voyons comment Laurent et Lucas de Géolith vont l'aider à mener cette vie. Alors, en fait, on avait envie d'être là et on a réussi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est super content d'être là et un petit peu stressé quand même pour ma part, je vous avoue. Alors, nous sommes Laurent et Lucas. Je suis dirigeant, il est Planet Champion de Géolith. En fait, ensemble, on a eu envie d'ouvrir une nouvelle voie vers le sommet de l'avenir désirable. Alors, naturellement, on s'est accordé ensemble un jeune guide, un vieux guide, et c'est l'histoire qu'on a envie de vous raconter. Alors, en fait, cette histoire, c'est celle de la petite Géolith. On est né il y a 33 ans, et notre utilité au monde, à nous, Géolith, c'est d'aller en montagne pour analyser les risques et murmurer de prodigieux conseils aux décideurs afin de protéger les humains contre les éboulements, dont vous avez entendu parler juste avant, les glissements de terrain, les avalanches, tous les risques naturels. Vous savez, donc, pile au moment où nous tous, et notamment les Lyonnais, il y a 3 semaines, voulaient monter au ski. Durant nos 30 premières années, on a testé plein de choses, la petite Géolith. On s'est réinventé plusieurs fois en transformant notre organisation d'un modèle plutôt horizontal à un modèle cellulaire inspiré du vivant, en établissant notre vision et notre raison d'être. On a partagé notre gouvernance, notre capital et notre valeur. Et puis un bon matin, on a pris conscience que certaines de nos opérations, elles étaient vraiment délétères, aussi bien pour les organisations humaines que pour l'environnement. On a donc décidé avec Lucas de bifurquer, essayer d'ouvrir une nouvelle voie. Et je vais y arriver. On a essayé d'ouvrir une nouvelle voie, celle de la bonne santé commune. Vous savez, la santé commune, c'est ce concept qui dit que la bonne santé de nous, humains, dépend de la bonne santé de nos organisations, qui elle-même dépend, tout en bas, le socle, de la bonne santé des milieux naturels. Et bien sûr, tout ça, comme on l'a tous compris, avec la compatibilité des limites planétaires. Donc au début, la première partie de notre voie, elle était assez facile, mais assez vite, on a été mis en difficulté. On s'est retrouvé en fait face au souci du grand embarquement collectif et on ne savait plus comment faire. On a tenté de grimper sans succès, de contourner sans succès, et on a réalisé que franchir ce passage tout seul, ça allait être très compliqué, on n'allait pas y arriver. C'est alors que, il y a à peu près 1 an, miraculeusement, la CEC est apparue, avec des formidables leviers d'action qu'on a tous écrits, et la promesse d'embarquement de tous nos écosystèmes. Donc Géolith était toute ravie, et on doit vous l'avouer, Lucas va vous en parler, ce qui devait arriver arriva, et la Géolith et la CEC sont tombés amoureux, et ce qu'on espère surtout, c'est avoir plein de beaux et nombreux petits-enfants. Alors, en fait, si on vous raconte cette histoire, c'est parce que, au-delà de nos maturités singulières, c'est notre union qui permet d'envisager la bascule de toute la filière de Géolith et des territoires. Alors, on ne va pas avoir le temps de vous présenter en détail tous nos leviers ambitieux. J'en cite quelques-uns. L'invention de nouveaux métiers écosystémiques en coopération avec la Fondation UGA, représentée par Laure et César. Ils sont dans la salle ici. Merci. La nature qui sera au bord de Géolith. Le concept d'évaluation bénéfice
risque accepté, qui est un puissant facteur de renoncement. Et enfin, nos engagements de société à mission, qui conditionneront notre croissance. Maintenant, ce que je veux vous raconter vraiment, c'est cet encordement complémentaire à nous deux. Et ce bébé qui est en gestation. Ce bébé, c'est quoi? Eh bien, c'est un parcours CEC Infrastructure 2050, une hybridation entre la CEC et le pôle de compétitivité, pour embarquer notre filière de la gestion des risques naturels. Je vais y arriver. Non, c'est pas vrai. Alors, ce parcours, il inclura nos clients, les collectivités, jusqu'au ministère, en passant par les politiques, les décideurs. Sans eux, on ne fera rien. Et c'est donc un embarquement de quelques centaines, voire milliers de personnes avec infrastructure. Et Infrastructure 2050 est invité à la journée du 15 avril et ensuite à la formation pour le mois de juin. Et dès septembre 2025, le parcours spécifique de notre filière débutera. L'équipe qui travaille sur le sujet, c'est Margot, qui n'est pas là, Marie, Marianne, Laurent. Ils sont à la manœuvre, ils sont dans la salle. Un grand merci à vous tous. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est un grand merci à vous tous pour ce parcours inspirant et prometteur. On espère surtout que la réalisation de notre feuille de route, mais surtout toutes les vôtres et toutes leurs pépites, constituera donc une grande cordée qui rendra irrésistibles tous ces changements et qui contribuera à la bascule de nos sociétés vers le régénératif et, on l'espère, la bonne santé commune. Alors, pour finir, je vais vous parler de mon cap à 10 ans à moi. Demain, je serai à la retraite, j'espère au sommet de l'avenir désirable. Et de là-haut, je vous contemplerai, vous, là, les petits géolithiciens, et puis vous, nos pères de la CEC, et qui vont continuer à grimper cette voie difficile vers une vie simple, heureuse et prospère. On leur dit un grand bravo. Ils ont ouvert la voie, c'est à vous de continuer.